Le village de Beaumont-sur-Loire se dressait comme une sentinelle de pierre au bord de la rivière, ses maisons aux toits d'ardoise serrées les unes contre les autres, comme pour se protéger du vent glacial qui descendait des collines. C'était l'hiver de 1887 et la neige avait recouvert les rues pavées d'un linceul blanc qui étouffait les bruits du monde extérieur. Dans ce silence oppressant, seul le craquement occasionnel des volets ou le hennissement lointain d'un cheval troublait la quiétude nocturne. La maison Marceau se trouvait à l'extrémité nord du village, une bâtisse de 2 étages construite en pierre calcaire, avec des poutres de chêne apparentes et une cheminée massive qui crachait constamment de la fumée grise. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres demeures bourgeoises de Beaumont, solides, respectables, ordinaires. Mais à l'intérieur, derrière les épais rideaux de velours bordeaux et les portes de chêne massifs, se déroulait un rituel que personne au village n'aurait pu imaginer. Mathilde Marceau se tenait debout devant la fenêtre de sa chambre, les mains posées sur le rebord froid, observant les flocons de neige qui dansaient dans la lueur jaune des lanternes de rue. Elle avait 28 ans, mais son visage portait déjà les traces d'une lassitude profonde. Ses cheveux châtains, autrefois épais et brillants, étaient maintenant ternes et tirés en arrière en un chignon strict. Ses yeux noisettes, qui avaient jadis pétillé de joie lors de son mariage, 6 ans auparavant, étaient désormais éteints, comme 2 fenêtres donnant sur une pièce abandonnée. Le son de l'horloge du salon résonna dans toute la maison, ses 11 coups graves annonçant l'approche de minuit. Mathilde sentit son estomac se nouer. Encore 1 heure. 1 heure avant que cela ne recommence. Dans la cuisine, elle pouvait entendre son mari Adrien qui rangeait la vaisselle du dîner avec une précision méthodique. Chaque assiette était posée exactement à sa place, chaque couteau aligné parfaitement dans le tiroir. C'était un homme d'ordre, Adrien Marceau, un homme de rituel et de routine. Le village entier le connaissait comme un citoyen exemplaire, forgeron de métier. Il travaillait avec acharnement dans son atelier depuis l'aube jusqu'au crépuscule, martelant le fer rouge jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'outils, de fer à cheval ou de grilles décoratives pour les demeures des notables. Mathilde descendit l'escalier, ses pantoufles glissant silencieusement sur les marches de bois usées. La maison sentait la fumée de bois et le ragoût d'agneau qu'ils avaient mangé pour le dîner. Dans la cuisine, Adrien se tourna vers elle. C'était un homme grand et mince, aux épaules larges, sculptées par des années de travail physique. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés en arrière, et sa barbe taillée avec précision encadrait un visage aux traits anguleux. Ses yeux gris-bleu étaient d'une froideur troublante, comme 2 éclats de glace dans lesquels on ne pouvait lire aucune émotion. « Bonsoir, ma chère, » dit-il d'une voix douce et posée. « Vous devriez monter vous coucher. Il se fait tard. » « Je voulais simplement un peu d'eau, » répondit Mathilde, évitant son regard. Elle se dirigea vers la cruche en céramique posée sur la table et remplit un verre. Ses mains tremblaient légèrement, et elle espérait qu'Adrien ne le remarquerait pas. Mais bien sûr, il remarquait tout. « Vous tremblez, » observa-t-il s'approchant d'elle. « Êtes-vous souffrante ?»« Non, j'ai simplement froid, » mentit-elle. « L'hiver est particulièrement rigoureux cette année. » Adrien posa sa main sur son épaule, un geste qui aurait pu sembler affectueux à un observateur extérieur, mais qui fit frissonner Mathilde. Sa main était grande, puissante, capable de plier le métal à volonté, capable de bien d'autres choses aussi. « Alors montez vous réchauffer sous les couvertures, » suggéra-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je monterai vous rejoindre après avoir terminé mes activités nocturnes. » Ses activités nocturnes. C'était ainsi qu'il appelait son rituel mystérieux, ces heures qu'il passait enfermé dans le sous-sol chaque nuit depuis leur mariage. Au début, Mathilde avait posé des questions. Que faisait-il là-bas? Pourquoi devait-il y aller chaque nuit à minuit précis? Pourquoi verrouillait-il la lourde porte de chêne avec 3 cadenas différents, comme s'il craignait qu'une force terrible ne s'échappe? Les réponses d'Adrien avaient toujours été évasives. « Des affaires d'homme, ma chère. Rien qui doive vous inquiéter. » Ou encore, « Je travaille sur des projets spéciaux pour l'atelier. » La discrétion est essentielle. Là, avec le temps, Mathilde avait cessé de poser des questions.
Elle avait appris que la curiosité déplaisait à Adrien et qu'un mari mécontent était un mari dangereux. L'horloge sonna minuit, ses 12 coups résonnant comme un glas funèbre dans le silence de la maison. Adrien se redressa immédiatement, comme un soldat répondant à un ordre. Il retira son tablier, le plia soigneusement et le posa sur le dossier d'une chaise. Puis, de la poche de son gilet, il sortit un trousseau de 3 clés anciennes, chacune différente de l'autre. Une en fer forgé ornée de gravures complexes, une plus petite en laiton et une 3e en cuivre noirci par l'âge. Sans un mot de plus, il quitta la cuisine et se dirigea vers la porte du sous-sol, située au fond du couloir principal. Mathilde le suivit du regard, son cœur battant la chamade. Elle avait entendu des bruits étranges venant de ce sous-sol au fil des années. Des grincements métalliques, des sons qui ressemblaient à des sanglots étouffés. Une fois, elle aurait juré avoir entendu une voix de femme supplier faiblement. Mais quand elle avait mentionné cela à Adrien le lendemain matin, il l'avait regardée avec une telle intensité glaciale qu'elle n'avait plus jamais osé en reparler. La porte du sous-sol s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant un escalier de pierre descendant dans l'obscurité. Adrien alluma une lanterne à huile, et la lumière vacillante projeta son ombre démesurée sur les murs. Il commença à descendre, ses pas résonnant sur les marches humides. Puis, arrivé en bas, il referma la porte derrière lui. Mathilde entendit le bruit familier des 3 cadenas se refermant l'un après l'autre. Clic, clic, clic. 3 sons qui scellaient le secret d'Adrien pour une nouvelle nuit. Elle remonta à l'étage, son verre d'eau toujours à la main, et s'assit sur le bord de son lit. La chambre était glaciale, malgré le feu qui brûlait dans la cheminée. Elle posa le verre sur la table de nuit et se glissa sous les épaisses couvertures de laine, mais la chaleur ne parvint pas à dissiper le froid qui s'était installé dans ses os. Les heures passèrent avec une lenteur insupportable. Mathilde restait éveillée, fixant le plafond aux poutres sombres, comptant les nœuds du bois pour essayer de calmer son esprit. Mais les questions revenaient toujours, incessantes, obsédantes. Que faisait son mari là-bas en bas? Pourquoi ne revenait-il qu'à l'aube? Et surtout, pourquoi avait-elle la terrifiante impression que quelque chose de profondément mauvais se cachait sous sa propre maison? À 4 heures du matin, elle entendit enfin le bruit des cadenas s'ouvrant, puis les pas d'Adrien remontant l'escalier du sous-sol. Il traversa le couloir, monta à l'étage et entra dans la chambre. Mathilde ferma rapidement les yeux, feignant le sommeil. Elle sentit le lit s'affaisser sous son poids, alors qu'il se couchait à côté d'elle. Il sentait étrange, une odeur qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qui lui donnait la nausée. Un mélange de terre humide, de rouille et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de déplaisant. Elle retint sa respiration, priant pour qu'il ne tente pas de la toucher. Heureusement, Adrien se tourna simplement de l'autre côté et quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière, indiquant qu'il s'était endormi. Mathilde ouvrit les yeux dans l'obscurité, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle pensa à sa vie d'avant son mariage, quand elle vivait encore chez ses parents avec sa sœur cadette Élise. Élise, avec son rire cristallin et ses rêves de voyager à Paris pour devenir couturière. Élise qui avait disparu mystérieusement 8 ans auparavant lors d'une froide nuit d'octobre. Les gendarmes avaient fouillé pendant des semaines, interrogé tout le village, dragué la rivière. Mais Élise avait simplement disparu, comme engloutie par la terre elle-même. Ses parents étaient morts de chagrin 2 ans plus tard, laissant Mathilde seule au monde. C'est alors qu'Adrien était entré dans sa vie, offrant sécurité et stabilité. À l'époque, elle avait cru que c'était une bénédiction. Maintenant, allongée dans le noir à côté de cet homme énigmatique, elle se demandait si elle n'avait pas épousé sa propre malédiction. Les jours suivants se déroulèrent selon le même schéma immuable. Adrien se levait à l'aube, prenait son petit déjeuner en silence, puis partait pour son atelier. Mathilde s'occupait des tâches ménagères. Elle lavait le linge dans la grande bassine de cuivre, pétrissait le pain pour la semaine, ravaudait les vêtements usés. L'après-midi, elle se rendait parfois au marché du village pour acheter des provisions. C'est lors d'une de ces sorties qu'elle croisa Madame Beaufort, la veuve du boulanger,
une femme corpulente aux joues roses qui connaissait tous les potins du village. « Ma chère Mathilde !» s'exclama-t-elle en l'apercevant près de l'étal des légumes. « Comment allez-vous? On vous voit si peu ces derniers temps. »« Je vais bien, merci, » répondit Mathilde poliment, espérant que la conversation serait brève. Mais Madame Beaufort n'était pas femme à se laisser décourager si facilement. Elle se rapprocha, baissant la voix d'un ton conspiratif. « Votre mari est un homme bien mystérieux, n'est-ce pas? Toujours si réservé, si discret. Les gens parlent, vous savez. » Le cœur de Mathilde s'accéléra. « Que disent-ils? »« Oh, rien de précis, ma chère. Simplement que votre maison, comment dire, semble étrange la nuit. Mon neveu, qui travaille à la boulangerie et rentre tard, jure avoir vu des lumières étranges, filtrées à travers les fissures de votre sous-sol. Et il dit avoir entendu des sons inhabituels. » Mathilde sentit sa gorge se serrer. « Votre neveu a trop d'imagination. Mon mari travaille simplement tard sur ses projets de forge. Le fer chauffé produit de la lumière. Quant aux sons, ce sont ceux du marteau et de l'enclume. Rien de plus. » Madame Beaufort la fixa un long moment, ses petits yeux perçants scrutant le visage de Mathilde. « Bien sûr, ma chère, bien sûr, je ne voulais pas vous offenser. C'est simplement que... » Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus douce. « Si jamais vous aviez besoin d'aide, n'importe quel type d'aide, vous savez que les gens du village seraient là pour vous. » Cette conversation hanta Mathilde pendant des jours. D'autres avaient donc remarqué quelque chose. Elle n'était pas folle. Son malaise n'était pas le produit de son imagination. Quelque chose se passait réellement dans ce sous-sol, quelque chose d'assez étrange pour attirer l'attention même à l'extérieur de la maison. Une nuit, alors qu'Adrien était descendu pour son rituel habituel, Mathilde prit une décision audacieuse. Elle descendit à pas de loup l'escalier principal et se dirigea vers la porte du sous-sol. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'Adrien ne l'entende depuis les profondeurs. Elle s'agenouilla et colla son oreille contre le bois épais de la porte. Au début, elle n'entendit rien d'autre que le silence. Puis, lentement, des sons commencèrent à émerger. Un bruit métallique régulier, comme si quelqu'un déplaçait des chaînes. Puis, un murmure si faible qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Mais non, il était bien là, une voix de femme, étouffée, brisée, murmurant quelque chose qu'elle ne pouvait distinguer. Mathilde se recula brusquement, sa main plaquée sur sa bouche pour étouffer le cri qui menaçait de s'échapper. Il y avait quelqu'un là-bas en bas, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui ne devrait pas être là. Elle remonta précipitamment à l'étage, son esprit tourbillonnant de questions terrifiantes. Qui était cette personne? Depuis combien de temps était-elle là? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour elle, pour son mariage, pour sa propre sécurité? Cette nuit-là, quand Adrien revint finalement dans la chambre juste avant l'aube, Mathilde fit semblant de dormir. Mais à travers ses paupières mi-closes, elle observa son mari dans la faible lueur de l'aube naissante. Il se tenait près de la fenêtre, regardant dehors, et pour la première fois, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sur ses mains et ses avant-bras, là où les manches de sa chemise étaient retroussées, il y avait des traces, des égratignures fraîches, comme si quelqu'un avait griffé sa peau avec désespoir. Et sur le col de sa chemise, à peine visible, une tache sombre qui ressemblait étrangement à du sang séché. Mathilde ferma les yeux, luttant contre la vague de terreur qui menaçait de la submerger. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme respectable et pieux que le village admirait, cachait un secret monstrueux dans les entrailles de leur maison. Et elle, sa femme, vivait au-dessus de cette horreur depuis si longues années, inconsciente et complice par son ignorance. Les semaines suivantes furent un supplice pour Mathilde. Chaque nuit, elle écoutait Adrien descendre dans le sous-sol. Chaque nuit, elle se demandait qui était cette prisonnière invisible. Chaque jour, elle regardait son mari vaquer à ses occupations quotidiennes, souriant poliment aux voisins, discutant du prix du fer avec ses clients, et elle se demandait comment un tel monstre pouvait porter un masque si parfait. Elle envisagea d'aller voir les gendarmes, mais que leur dirait-elle? Qu'elle avait entendu des bruits étranges,
Il penserait qu'elle était hystérique, une femme nerveuse aux nerfs fragiles. Et puis, qu'adviendrait-il d'elle si Adrien découvrait sa trahison? Elle avait vu la force de ses mains, la froideur de son regard. Elle ne doutait pas un instant qu'il serait capable de la tuer si elle menaçait d'exposer son secret. Un soir de février, alors qu'une tempête de neige faisait rage à l'extérieur, Mathilde préparait le dîner dans la cuisine. Le vent hurlait autour de la maison, faisant trembler les volets et siffler dans la cheminée. La flamme des bougies vacillait dangereusement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Adrien entra dans la cuisine, secouant la neige de son manteau. « Quelle tempête !» remarqua-t-il. « On dit que c'est la pire depuis 15 ans. »« Oui !» répondit Mathilde distraitement, remuant le pot-au-feu qui mijotait sur le fourneau. « J'espère que les routes ne seront pas impraticables demain. » Ils dînèrent en silence, comme à l'accoutumée. Adrien mangeait avec une précision mécanique, mâchant exactement 30 fois chaque bouchée avant d'avaler. Mathilde picora dans son assiette, son estomac noué par l'anxiété constante qui l'habitait désormais. Après le dîner, Adrien monta se préparer pour son rituel nocturne. Mathilde débarrassa la table, lavant la vaisselle dans l'évier de pierre. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la neige tomber en épais flocons, formant des congères contre les murs de la maison. Le monde extérieur disparaissait sous un linceul blanc, les isolant complètement du village. L'horloge sonna minuit. Dans le couloir, elle entendit la porte du sous-sol s'ouvrir et se refermer, suivie du clic familier des 3 cadenas. Adrien était descendu pour une nouvelle nuit de mystère et de terreur. Mathilde finit de ranger la cuisine, puis monta dans la chambre. Mais cette nuit, elle ne pouvait pas supporter l'idée de rester allongée dans le noir, attendant passivement le retour d'Adrien. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant la tempête faire rage, et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose. La lanterne. Adrien avait oublié la lanterne de rechange dans leur chambre, celle qu'il utilisait parfois quand l'autre était vide d'huile. Si la sienne s'éteignait dans le sous-sol, il devrait remonter pour prendre celle-ci. Et quand il le ferait, une idée folle, dangereuse, commença à germer dans l'esprit de Mathilde. C'était peut-être sa seule chance de découvrir la vérité, sa seule chance de voir de ses propres yeux ce qui se cachait dans les profondeurs de sa maison. Elle attendit, le cœur battant, priant pour que la lanterne d'Adrien s'éteigne. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les heures s'égrenèrent avec une lenteur torturante. Mathilde resta assise près de la fenêtre de la chambre, enveloppée dans un châle de laine, observant la tempête qui transformait le monde en un tourbillon blanc et hostile. Le vent hurlait comme une bête enragée, secouant la maison de ses fondations jusqu'au toit. Les volets claquaient violemment contre les murs de pierre et quelque part dans le grenier, une tuile se détacha et glissa dans la nuit avec un bruit sinistre. Vers 2 heures du matin, Mathilde entendit un bruit inhabituel venant de l'étage inférieur, des pas précipités dans l'escalier du sous-sol, puis dans le couloir. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Adrien remontait plus tôt que d'habitude. Quelque chose n'allait pas. Elle se leva rapidement et se glissa dans le lit, tirant les couvertures jusqu'à son menton et fermant les yeux. Elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir brusquement, et la lumière d'une bougie éclaira brièvement la pièce à travers ses paupières closes. « Maudite tempête !» marmonna Adrien entre ses dents. Mathilde risqua un œil. Son mari fouillait dans l'armoire, cherchant visiblement quelque chose. Sa chemise était trempée de sueur malgré le froid, et ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en désordre. Il semblait nerveux, agité, ce qui était totalement inhabituel pour un homme aussi maître de lui-même. Il trouva enfin ce qu'il cherchait, un bidon d'huile de rechange pour les lampes. « La tempête a fait tomber une poutre dans le sous-sol », grommela-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai dû déplacer tout ce bazar. Ma lanterne est presque vide. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta brusquement. Mathilde sentit son regard se poser sur elle. Elle s'efforça de respirer régulièrement, profondément, comme quelqu'un en plein sommeil. Après un moment qui lui parut durer une éternité, Adrien quitta la chambre et referma la porte derrière lui.
Mathilde attendit d'entendre ses pas descendre l'escalier et la porte du sous-sol se refermer avant d'oser bouger. Puis, avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, elle se leva et s'habilla rapidement. Elle enfila une robe de laine épaisse, mit des bas et des bottines et enveloppa ses épaules d'un châle. Si elle allait descendre cette nuit, elle devait être prête. Elle sortit de la chambre et descendit l'escalier principal avec une prudence extrême, évitant les marches qui grinçaient. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Dans le couloir, elle s'approcha de la porte du sous-sol et posa doucement sa main sur la poignée de fer froid. C'est alors qu'elle le vit, sur le sol, juste devant la porte, brillant faiblement dans la lueur de la lune qui filtrait à travers une fenêtre, un trousseau de clés, les 3 clés d'Adrien. Elles avaient dû glisser de sa poche dans sa précipitation à remonter chercher l'huile. Mathilde les fixa, paralysée par la peur et l'incrédulité. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être un hasard. C'était comme si le destin lui-même avait placé ses clés à ses pieds, lui offrant l'opportunité qu'elle attendait depuis si longtemps. Avec des mains tremblantes, elle se baissa et ramassa le trousseau. Les clés étaient lourdes, anciennes, ornées de motifs complexes. Elle les serra dans son poing, sentant le métal froid contre sa paume. Elle avait maintenant le pouvoir d'ouvrir cette porte, de descendre dans le sous-sol et de découvrir enfin la vérité. Mais avait-elle le courage de le faire? La tempête redoubla d'intensité à l'extérieur, comme si elle répondait à sa question. Un éclair illumina brièvement le couloir, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre assourdissant qui fit trembler les murs. Dans ce moment de lumière aveuglante, Mathilde prit sa décision. Elle allait descendre. Elle sortit dans le couloir pour prendre une bougie et des allumettes. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour allumer la mèche. Puis, armée de cette maigre lumière et du trousseau de clés, elle retourna devant la porte du sous-sol. Les 3 cadenas pendaient sur leur support de fer forgé. Mathilde inséra la première clé, celle en fer ornée de gravures, dans le cadenas du haut. Elle tourna, et le mécanisme s'ouvrit avec un clic métallique. Elle retira le cadenas et le posa silencieusement sur le sol. La deuxième clé, celle en laiton, ouvrit le cadenas du milieu. Encore un clic, et il rejoignit le premier sur le sol. La troisième clé, en cuivre noirci, était destinée au dernier cadenas, le plus grand et le plus ancien. Mathilde la glissa dans la serrure, mais elle résista. Elle dut forcer légèrement, tournant la clé avec détermination, et finalement, avec un grincement sinistre, le cadenas s'ouvrit. La porte était déverrouillée. Il ne restait plus qu'à l'ouvrir. Mathilde posa sa main sur la poignée, respira profondément et tira. La porte s'ouvrit vers elle dans un long grincement plaintif qui lui glaça le sang. Une bouffée d'air froid et humide s'échappa du sous-sol, chargée d'odeurs qu'elle ne parvenait pas à identifier. Terre, moisissure, rouille et quelque chose d'autre, quelque chose de dérangeant qu'elle ne voulait pas nommer. Devant elle s'ouvrait un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité. Les marches étaient usées et humides, couvertes d'une mousse verdâtre. Des toiles d'araignée pendaient aux murs de pierre brute et des gouttes d'eau suintaient du plafond bas. La lumière vacillante de sa bougie ne parvenait pas à percer les ténèbres du fond du sous-sol. Mathilde commença à descendre, une marche à la fois. Chaque pas résonnait dans l'espace confiné, lui semblant aussi fort qu'un coup de canon. Elle s'attendait à chaque instant à entendre la voix d'Adrien surgir des profondeurs, à le voir apparaître devant elle, furieux de son intrusion. Mais seul le silence l'accueillait, un silence lourd, oppressant, qui pesait sur ses épaules comme un linceul. Elle compta les marches en descendant, 12, 13, 14. L'escalier était plus long qu'elle ne l'avait imaginé, descendant bien plus profondément qu'un sous-sol ordinaire. 16, 17. Où diable cela menait-il? Enfin, après 22 marches, elle atteignit le sol. Elle leva sa bougie pour examiner l'espace autour d'elle et resta figée par ce qu'elle vit. Le sous-sol était bien plus vaste qu'elle ne l'aurait cru possible. C'était une grande salle voûtée, soutenue par des piliers de pierre massive.
Les murs étaient en pierre brute, suintant d'humidité, et le sol était fait de dalles inégales, couvertes de terre et de débris. L'endroit ressemblait moins à un sous-sol qu'à une crypte médiévale ou à un caveau oublié. Mais ce n'était pas la taille de la pièce qui horrifia Mathilde, c'était ce qu'elle contenait. Des tables de bois étaient disposées le long des murs, couvertes d'objets étranges et inquiétants. Des outils de forgeron, certes, mais aussi d'autres instruments qu'elle ne reconnaissait pas, des choses métalliques aux formes bizarres qui évoquaient des instruments de torture médiévaux. Des chaînes pendaient des murs, certaines encore munies de menottes ouvertes. Dans un coin, elle aperçut une cage en fer, assez grande pour contenir une personne accroupie. Et puis il y avait les bougies. Des dizaines de bougies noires disposées partout, certaines allumées, d'autres éteintes, leur cire ayant coulé sur le sol en stalactites sinistres. Leur fumée âcre flottait dans l'air, créant une brume épaisse qui donnait à l'endroit une atmosphère irréelle et cauchemardesque. Sur l'un des murs, Mathilde remarqua quelque chose qui lui fit monter la bile à la gorge. Des crucifix. Une douzaine de crucifix de différentes tailles, tous retournés, la croix pointant vers le bas. C'était un sacrilège, un acte de profanation qui révélait une obscurité bien plus profonde qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Mais où était Adrien? Et où était la personne qu'elle avait entendue gémir derrière cette porte? Mathilde avança plus loin dans la salle, sa bougie projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Ses pieds glissaient sur le sol humide, et elle devait faire attention à ne pas trébucher sur les débris qui jonchaient le sol. Elle passa devant une des tables et remarqua qu'elle était couverte de carnets et de papiers. Sans réfléchir, elle en attrapa un et le feuilleta rapidement à la lumière de sa bougie. Ce qu'elle lut lui glaça le sang. C'était un journal, écrit de la main méticuleuse d'Adrien. Page après page de notes détaillées, de dates, de descriptions. Sujet numéro 3, jour 847. Résistance affaiblie, continue à refuser la nourriture. Doit augmenter les mesures coercitives. Ou encore, sujet numéro 5, jour 1203. Esprit brisé. Obéissance totale atteinte. Peut maintenant passer au prochain sujet. Mathilde laissa tomber le carnet, horrifiée. Des sujets. Combien y en avait-il eu? Combien de personnes Adrien avait-il gardées prisonnières dans ce cachot monstrueux? Elle entendit soudain un bruit derrière elle et se retourna brusquement. Dans le fond de la salle, cachée par l'ombre d'un pilier, se trouvait une autre porte. Une porte plus petite, en bois épais, avec une barre de fer en travers. Et derrière cette porte, elle entendait quelque chose. Un son faible, presque imperceptible, une respiration laborieuse. Mathilde s'approcha de la porte, son cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle souleva la barre de fer qui tomba au sol avec un bruit métallique qui résonna dans toute la salle. Puis elle ouvrit la porte. L'odeur qui s'échappa de la pièce était insupportable. Un mélange de saleté, d'urine, de chair putréfiée et de désespoir. Mathilde dut se couvrir le nez et la bouche avec son châle pour ne pas vomir. Elle leva sa bougie, tremblante, et la lumière révéla l'horreur qui se cachait dans cette cellule. Une silhouette était recroquevillée dans un coin, enchaînée au mur par des menottes attachées à de lourdes chaînes. C'était une femme, ou plutôt ce qu'il restait d'une femme. Elle était d'une maigreur squelettique, ses os saillants sous une peau sale et couverte de plaies. Ses cheveux étaient longs, emmêlés et crasseux, tombant devant son visage comme un rideau. Elle portait les haillons déchirés de ce qui avait peut-être été une robe blanche autrefois. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était que Mathilde reconnaissait cette femme. Malgré les années de souffrance qui avaient transformé son visage, malgré la crasse et les cicatrices, malgré les yeux enfoncés dans leurs orbites et les lèvres fendues, Mathilde reconnaissait ses traits. C'était impossible. C'était un cauchemar. Cela ne pouvait pas être réel. Mais c'était réel. « Élise !» murmura Mathilde, sa voix à peine audible. « Élise, c'est toi ?» La femme enchaînée leva lentement la tête. Ses yeux, autrefois d'un bleu vif et pétillant de vie, étaient maintenant ternes et vides, comme si toute l'humanité en avait été drainée.
Mais quand ils se posèrent sur Mathilde, une lueur de reconnaissance s'y alluma faiblement. « Mathilde » croassa-t-elle d'une voix rauque qui n'était plus qu'un murmure cassé. « C'est toi ?» Mathilde laissa tomber sa bougie, qui s'éteignit en touchant le sol humide, plongeant la cellule dans l'obscurité. Elle tomba à genoux, des sanglots déchirants s'échappant de sa gorge. C'était Élise, sa petite sœur, disparue depuis 8 ans, donnée pour morte, pleurée et enterrée symboliquement dans le cimetière du village. Élise était vivante. Et elle était ici, dans le sous-sol de la maison de Mathilde, prisonnière du mari de Mathilde, depuis tout ce temps. « Oh, mon Dieu, Élise, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» sanglota Mathilde dans le noir. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Il... » La voix d'Élise était si faible que Mathilde dut se pencher tout près pour l'entendre. « Il m'a enlevé, la nuit où je rentrais de la veillée. Il m'a drogué. Et quand je me suis réveillée, j'étais ici. 8 ans, murmura Mathilde, la réalité de la situation s'abattant sur elle comme un marteau. Tu es ici depuis 8 ans ? Je ne sais plus. Le temps n'existe plus ici. Juste la nuit. Toujours la nuit. Mathilde tendit les mains dans l'obscurité, cherchant celles de sa sœur. Quand elle les trouva, elle les serra fort, sentant les os fragiles sous la peau fine. « Je vais te sortir d'ici. Je vais trouver les clés de tes chaînes, et nous allons partir. Nous allons fuir, loin d'ici, et... » « Non, coupa Élise, et il y avait une urgence désespérée dans sa voix. « Non, tu ne comprends pas, je ne suis pas seule, il y en a d'autres. » Le sang de Mathilde se glaça. « D'autres ? Dans les cellules voisines, au moins 3 autres femmes, toutes comme moi, certaines depuis plus longtemps encore. Ils nous gardent ici, ils nous... » Sa voix se brisa. « Ils nous observent, ils nous tourmentent. Il dit que nous devons expier des péchés que nous n'avons jamais commis. Il dit qu'il purifie nos âmes. » Mathilde se leva brusquement, cherchant désespérément une autre bougie, une source de lumière quelconque. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine contrôler ses mouvements. Elle sortit de la cellule d'Élise et retourna dans la grande salle, trébuchant dans l'obscurité. Elle finit par trouver une des bougies noires sur une table et l'alluma avec ses allumettes. À la lumière vacillante, elle vit maintenant ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Le long du mur du fond, il y avait 4 autres portes identiques à celles de la cellule d'Élise. 4 portes, 4 cellules, 4 prisonnières potentielles. Avec une horreur grandissante, Mathilde se dirigea vers la 2e porte. Elle souleva la barre de fer et l'ouvrit. À l'intérieur, enchaînée de la même manière qu'Élise, se trouvait une autre femme. Plus âgée qu'Élise, peut-être dans la trentaine, avec des cheveux bruns sales et un visage creusé par la faim. Elle leva les yeux vers Mathilde avec un mélange d'espoir et de terreur. « Qui êtes-vous » chuchota Mathilde. « Geneviève. Geneviève Laurent. J'ai été enlevée, il y a 12 ans, en revenant de Rouen. 12 ans. » Cela signifiait qu'Adrien avait commencé ses abominations bien avant leur mariage. Mathilde ouvrit la 3e porte. Une autre femme, plus jeune, peut-être 20 ans, avec des cheveux blonds en bataille et des yeux verts qui brillaient de folie dans la lumière de la bougie. « Qui êtes-vous » demanda à nouveau Mathilde, bien qu'elle craignît la réponse. « Marguerite. Marguerite Fontaine. 4 ans. Ça fait 4 ans. » La 4e cellule contenait une femme d'âge moyen, presque inconsciente, sa respiration sifflante. Elle ne réagit pas quand Mathilde entra, et à la lumière de la bougie, Mathilde vit qu'elle était couverte de plaies infectées et de brûlures. La 5e et dernière cellule était vide, mais les chaînes aux murs étaient encore tachées de sang séché. Les murs portèrent des marques de griffures, et dans un coin, gravé dans la pierre avec quelque chose de pointu, des mots désespérés. « Sauvez-moi, je suis Cécile Arnaud. » 1885. Mathilde sortit de la cellule, son esprit incapable de traiter l'ampleur de l'horreur qu'elle venait de découvrir. Son mari, l'homme avec qui elle partageait son lit, l'homme que tout le village respectait, était un monstre, un kidnappeur, un tortionnaire, un fou qui gardait des femmes enchaînées dans son sous-sol, les tourmentant pour des raisons qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Elle devait les libérer. Elle devait trouver les clés de leur chaîne et les sortir de là immédiatement. Mais où Adrien gardait-il ses clés? Et plus important encore,
Où était Adrien maintenant? Comme en réponse à sa question, elle entendit un bruit au-dessus d'elle. Des pas. Quelqu'un marchait à l'étage. Non, pas quelqu'un. Adrien. Il était remonté. Peut-être avait-il découvert que les cadenas de la porte du sous-sol étaient ouverts. Peut-être savait-il déjà qu'elle était là. Mathilde éteignit rapidement sa bougie, plongeant le sous-sol dans l'obscurité totale. Elle se figea, retenant son souffle, écoutant les pas au-dessus d'elle. Il se dirigeait vers l'escalier. Adrien allait descendre. Il allait la trouver. Et alors, elle ne voulait pas penser à ce qui se passerait alors. Dans le noir, elle entendit la voix faible d'Élise venant de sa cellule. « Mathilde, cours, sauve-toi pendant qu'il est encore temps. » Mais Mathilde ne pouvait pas courir. Pas maintenant qu'elle savait. Pas maintenant qu'elle avait vu ses femmes, sa propre sœur, enchaînées et torturées dans ce cachot monstrueux. Elle ne pouvait pas les abandonner. La porte du sous-sol s'ouvrit en haut de l'escalier. Une lumière jaune apparut, grandissant à mesure qu'elle descendait. Adrien descendait, une lanterne à la main. « Mathilde » appela-t-il d'une voix douce, presque tendre. « Je sais que tu es là-bas. Je vois que tu as trouvé mes clés. C'est très imprudent de ta part, ma chère. Très imprudent. » Mathilde se plaqua contre un pilier, essayant de se fondre dans les ombres. Elle pouvait le voir maintenant, descendant lentement l'escalier, la lanterne éclairant son visage par en dessous, lui donnant un aspect démoniaque. Il souriait, calmement, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. « Tu sais, j'avais espéré que tu ne découvrirais jamais, » continua Adrien, atteignant le bas de l'escalier et s'avançant dans la grande salle. « J'avais espéré que nous pourrions continuer notre vie paisible, toi dans ton ignorance confortable, moi dans mon travail nécessaire. Mais la curiosité est un péché, Mathilde, un péché qui demande une punition. » Il se dirigeait directement vers le pilier derrière lequel elle se cachait. Il savait exactement où elle était. Bien sûr qu'il savait. C'était sa tanière, son domaine. Il en connaissait chaque recoin. « Tu as vu mes invités, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans l'espace voûté. « Mes projets spéciaux. C'est un travail important que je fais ici, Mathilde. Un travail que tu ne peux pas comprendre. Ces femmes sont des pécheresses. Elles doivent être purifiées. Elles doivent expier leurs fautes avant de pouvoir rejoindre le Seigneur. » Il émergea devant le pilier, et Mathilde n'avait plus nulle part où se cacher. Elle se tenait là, tremblante, fixant l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle ne reconnaissait plus. « Adrien, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Comment as-tu pu ?»« Ma sœur. Tu savais que c'était ma sœur. » Le sourire d'Adrien s'élargit. « Bien sûr que je le savais. C'est précisément pour cela que je l'ai choisie. Élise était le premier pas vers toi, Mathilde. Je t'avais observé depuis longtemps, tu vois. Je savais que tu serais parfaite pour moi. Mais je devais d'abord m'assurer que tu serais seule, vulnérable. Alors j'ai pris ta sœur. Puis j'ai attendu que tes parents meurent de chagrin. Et quand tu étais au plus bas, complètement seule, je suis apparu comme ton sauveur. N'était-ce pas romantique ? Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » Mathilde sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle tomba à genoux sur le sol humide, son esprit refusant d'accepter ce qu'elle entendait. Tout avait été calculé, tout avait été un mensonge. Son mariage, sa vie entière depuis 8 ans, tout n'était qu'une mise en scène élaborée par ce monstre. « Pourquoi ?» parvint-elle à articuler. « Pourquoi moi? Pourquoi nous ?» Adrien s'agenouilla devant elle, posant la lanterne sur le sol. Il prit doucement le visage de Mathilde entre ses mains, ces mêmes mains qui avaient torturé sa sœur pendant 8 longues années. « Parce que tu es spéciale, Mathilde, » murmura-t-il. « Tu es la dernière pièce de mon œuvre. Toutes les autres n'étaient que des exercices, des préparations, mais toi, tu es différente. Tu vivais au-dessus d'elles pendant tout ce temps, inconsciente de leur souffrance, complice par ton ignorance. N'est-ce pas fascinant? Et maintenant que tu sais, maintenant que tu as vu, tu dois faire un choix. »« Un choix ?» répéta Mathilde confuse. « Oui, tu peux soit rejoindre tes sœurs là-bas en bas, devenir l'une de mes invitées permanentes. Soit... » Il s'arrêta, son sourire devenant encore plus inquiétant. « Soit tu peux prendre leur place, les remplacer,
devenir mon assistante dans ce grand œuvre. Ensemble, nous pourrions continuer ce travail de purification. Pense-y, Mathilde. Nous pourrions sauver tant d'âmes. C'était de la folie pure. Adrien était complètement fou, perdu dans un délire religieux tordu qui justifiait ses actes monstrueux. Mais dans ses yeux, Mathilde ne voyait aucune trace de folie. Seulement une froide rationalité, une croyance absolue en la justesse de ses actions, ce qui le rendait encore plus terrifiant. « Jamais !» cracha Mathilde. « Je ne t'aiderai jamais. Je préfère mourir. » Adrien soupira, comme un professeur déçu par un élève récalcitrant. « C'est dommage, j'avais vraiment espéré que tu comprendrais. Mais si c'est ton choix... » Il se leva, prit la lanterne et se dirigea vers l'une des tables. Il y prit quelque chose. Et quand il se retourna, Mathilde vit avec horreur qu'il tenait une paire de menottes en fer. « Alors tu rejoindras ta chère Élise dans sa cellule, » dit-il calmement. Deux sœurs réunies enfin après tant d'années de séparation. N'est-ce pas touchant? Il s'avança vers elle, et Mathilde comprit qu'elle n'avait qu'une seule chance, une seule opportunité de s'échapper, d'aller chercher de l'aide, de sauver ses femmes. Si elle se laissait enchaîner maintenant, tout serait fini. Elle bondit sur ses pieds et courut vers l'escalier. Derrière elle, elle entendit Adrien rire, un son grave et terrifiant qui résonna dans toute la salle. « Cours, Mathilde !» cria-t-il. « Un cours ! Cela rend la chasse tellement plus excitante !» Mathilde monta les marches 4 à 4, son cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle pouvait entendre Adrien derrière elle, ses pas lourds résonnant sur la pierre, se rapprochant inexorablement. Elle atteignit le haut de l'escalier, traversa le couloir en courant et se précipita vers la porte d'entrée. Mais la porte était verrouillée. Bien sûr qu'elle était verrouillée. Adrien avait verrouillé toutes les issues avant de descendre dans le sous-sol. Elle se retourna juste à temps pour voir Adrien émerger du sous-sol, marchant calmement, un sourire satisfait sur son visage. Il tenait toujours les menottes dans une main, et dans l'autre, quelque chose qui fit glacer le sang de Mathilde. Un couteau, un long couteau de boucher, sa lame brillant dans la faible lumière. « La chasse est terminée, ma chère, » dit-il doucement. « Il est temps de rentrer à la maison. » Mathilde recula contre la porte verrouillée, cherchant désespérément une issue, une arme, n'importe quoi qui pourrait l'aider. Mais le couloir était vide, dépouillé, offrant aucune possibilité d'évasion. Adrien s'approchait lentement, savourant visiblement sa peur, le couteau pendant négligemment à son côté comme un prolongement naturel de son bras. « Tu sais, Mathilde, » commença-t-il d'une voix presque conversationnelle, « j'avais un plan différent pour toi. Un plan beaucoup plus élégant, mais tu as tout gâché avec ta curiosité. Maintenant, je dois improviser. Le village saura, parvint à dire Mathilde, sa voix tremblante mais déterminée. Quand je disparaîtrai, ils chercheront, ils te trouveront. Adrien rit, un son grave et désagréable qui fit frissonner Mathilde. Te trouver? Ma pauvre Mathilde, qui a dit que tu allais disparaître? Non, non. Tu seras toujours là, visible pour tous. Ma chère épouse, malheureusement atteinte de mélancolie, confinée dans sa chambre pour sa propre protection. Le docteur Mercier me fera une ordonnance, je m'en assurerai. Les gens comprendront, les femmes sont si fragiles, après tout. Il était maintenant à quelques pas d'elle seulement. Mathilde pouvait sentir l'odeur qui émanait de lui, cette odeur de terre et de rouille qu'elle avait remarquée tant de fois auparavant. L'odeur du sous-sol, l'odeur de ses crimes. Dans un dernier élan de courage désespéré, Mathilde se jeta sur le côté, esquivant Adrien et courant vers la cuisine. Elle savait qu'il y avait des couteaux là-bas, des ustensiles qu'elle pourrait utiliser pour se défendre. Mais Adrien était plus rapide qu'elle ne l'avait anticipé. Il la rattrapa avant qu'elle n'atteigne la porte de la cuisine, l'attrapant par le bras et la tirant violemment en arrière. « Assez !» rugit-il, et pour la première fois sa façade de calme se fissura, révélant la rage qui bouillonnait sous la surface. « Tu vas apprendre à obéir, Mathilde, comme toutes les autres ont appris.
Il la poussa contre le mur, et Mathilde sentit l'air s'échapper de ses poumons sous le choc. La lame du couteau était maintenant pressée contre sa gorge, juste assez fort pour qu'elle sente le métal froid contre sa peau. Un mouvement de plus, et il la tuerait. Maintenant, siffla Adrien entre ses dents, son visage si proche du sien qu'elle pouvait voir la démence danser dans ses yeux gris-bleus. Tu vas retourner tranquillement au sous-sol, et nous allons t'installer dans ta nouvelle maison. Et si tu résistes, je te jure que je ferai en sorte que ta sœur souffre pour chacun de tes gestes de défi. Me suis-je bien fait comprendre? Mathilde hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle était piégée, complètement, totalement piégée. Adrien la saisit par le bras et commença à la traîner vers le couloir. Mais soudain, un bruit retentit à l'extérieur. Un bruit fort, insistant. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. « Monsieur Marceau !» appela une voix masculine de l'autre côté. « Monsieur Marceau, c'est le gendarme Rousseau. Ouvrez, s'il vous plaît. » Adrien se figea, son emprise sur le bras de Mathilde se resserrant douloureusement. Pendant un long moment, il ne bougea pas, son esprit visiblement en train de calculer ses options. « Monsieur Marceau !» appela à nouveau la voix. « On a vu de la lumière. Il y a eu des rapports de bruit suspects venant de votre maison. Nous devons vérifier que tout va bien. » Le visage d'Adrien se transforma. Le masque de civilité se remit en place avec une rapidité troublante, effaçant toute trace de la folie qu'elle avait vue quelques secondes auparavant. Il lâcha Mathilde et cacha rapidement le couteau derrière son dos. « Si tu dis un seul mot, chuchota-t-il férocement, ta sœur mourra avant l'aube. Me suis-je bien fait comprendre ?» Mathilde hocha la tête, paralysée par la terreur. Adrien se dirigea vers la porte et l'ouvrit, affichant son sourire habituel, poli et inoffensif. « Bonsoir, gendarme Rousseau, » dit-il chaleureusement. « Pardonnez-moi, je n'avais pas entendu. Cette tempête fait un tel vacarme. En quoi puis-je vous aider à cette heure tardive ?» Le gendarme Rousseau était un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec une moustache grisonnante et un visage rougi par le froid. Il scrutait Adrien avec suspicion. « Nous avons reçu des plaintes, » expliqua-t-il. « Plusieurs voisins ont signalé des bruits étranges venant de votre maison ces dernières semaines. Et cette nuit, quelqu'un a juré avoir entendu des cris. » « Des cris ?» Adrien rit poliment. « Je crains que vos informateurs n'aient confondu les hurlements du vent avec autre chose. Vous savez comment les gens peuvent devenir nerveux pendant ces tempêtes. » Le gendarme ne semblait pas convaincu. Il tenta de regarder à l'intérieur de la maison, et ses yeux se posèrent sur Mathilde, qui se tenait dans le couloir, tremblante et pâle. « Madame Marceau » appela-t-il. « Tout va bien ?» Mathilde sentit le regard d'Adrien peser sur elle. Elle savait qu'il avait toujours le couteau caché derrière son dos. Elle savait qu'un seul mot pourrait signer l'arrêt de mort d'Élise, mais elle savait aussi que c'était peut-être sa seule chance de sauver les prisonnières du sous-sol. Elle ouvrit la bouche, prête à tout révéler, mais à ce moment précis, une pensée lui traversa l'esprit. Une pensée terrifiante et révélatrice. Le gendarme était venu seul. Un seul homme contre Adrien, qui était plus fort, plus jeune et armé. Si elle parlait maintenant, Adrien pourrait facilement tuer le gendarme, puis descendre au sous-sol et massacrer toutes les prisonnières avant que d'autres secours n'arrivent. Elle devait être plus intelligente. Plus stratégique. « Tout va bien, monsieur le gendarme, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre stable. « J'étais simplement effrayée par la tempête. Mon mari me consolait. » Le gendarme Rousseau fronça les sourcils, pas entièrement satisfait de cette réponse. « Et vous en êtes sûre, madame? Vous semblez bouleversée. »« Je suis simplement fatiguée, » insista Mathilde. « La tempête m'a empêchée de dormir. » Adrien passa un bras autour des épaules de Mathilde dans un geste qui aurait pu sembler protecteur à un observateur extérieur, mais qui était en réalité une menace silencieuse. « Ma femme a toujours été nerveuse pendant les orages, » expliqua-t-il au gendarme. « C'est une fragilité héritée de sa mère, que Dieu ait son âme. » Le gendarme Rousseau les observa tous les deux pendant un long moment, son instinct lui disant clairement que quelque chose n'allait pas, mais sans preuve concrète pour agir. Finalement, il hocha la tête à contre-cœur. « Très bien.
Mais si vous avez besoin d'aide, Madame Marceau, vous n'avez qu'à envoyer chercher la gendarmerie. Nous sommes là pour protéger les citoyens. Je vous remercie, monsieur, répondit Mathilde. Le gendarme se tourna pour partir, mais Adrien l'arrêta. Gendarme Rousseau, avant que vous ne partiez, puis-je vous demander qui a fait ces rapports? J'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de malentendu avec nos voisins. Le gendarme hésita. Je ne peux pas révéler les noms de mes sources, monsieur Marceau. Mais je peux vous dire que plusieurs personnes ont mentionné voir des lumières étranges dans votre sous-sol la nuit. Mon sous-sol? Adrien rit de nouveau, un son parfaitement calibré pour exprimer l'amusement et l'incrédulité. Je travaille sur mes projets de forge là-bas en bas. Le feu de la forge produit naturellement de la lumière. Quant au bruit, eh bien le marteau sur l'enclume peut être assez bruyant, j'en ai peur. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de sinistre. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir inspecter mon atelier demain, en plein jour. C'était brillant, pensa Mathilde avec horreur. En invitant le gendarme à inspecter le sous-sol, Adrien dissipait les soupçons tout en se donnant du temps pour... Pourquoi? Pour tuer les prisonnières? Pour cacher les preuves? Pour déménager ses invités ailleurs? Le gendarme sembla satisfait de cette offre. « Très bien, monsieur Marceau, je passerai demain dans l'après-midi. Bonne nuit à vous deux. » Il repartit dans la tempête, sa lanterne disparaissant progressivement dans le tourbillon de neige. Adrien referma la porte et la verrouilla, puis se tourna lentement vers Mathilde. « Bien joué, dit-il doucement, et il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Tu as choisi sagement, mais ne crois pas que cela change quoi que ce soit. » Il sortit le couteau de derrière son dos et l'examina pensivement. « Maintenant, nous avons un problème. Le gendarme va revenir demain, ce qui signifie que je dois nettoyer mon atelier avant son arrivée. »« Nettoyer ?» répéta Mathilde, la terreur s'emparant d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par nettoyer ?» Le sourire d'Adrien était celui d'un démon. « Cela signifie, ma chère Mathilde, que tes nouvelles colocataires n'ont plus que quelques heures à vivre, à moins, bien sûr, que tu n'acceptes ma proposition initiale. Deviens mon assistante, aide-moi à les déplacer dans un endroit plus sûr, et elles pourront vivre. Refuse, et je serai obligé de les éliminer. Le choix t'appartient. » C'était un piège, un choix impossible. Soit elle devenait complice des crimes d'Adrien, soit 4 femmes innocentes, incluant sa propre sœur, mourraient cette nuit même. « Tu es fou, » murmura Mathilde, « complètement fou. »« Fou » Adrien pencha la tête, considérant le mot. « Non, Mathilde, je suis l'homme le plus sain d'esprit que tu connaîtras jamais. Je comprends des vérités que les autres refusent de voir. Ces femmes étaient perdues, condamnées par leurs propres péchés. Je leur ai offert une chance de rédemption. En les torturant, cracha Mathilde, sa peur cédant momentanément la place à la rage. En les affamant et en les enchaînant comme des animaux. Tu appelles ça la rédemption? La souffrance purifie, répondit Adrien calmement. C'est écrit dans les textes sacrés. Le chemin vers le salut passe par la pénitence. Je ne fais qu'appliquer les lois divines. Dei Mesto, tu soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Mathilde le fixa, réalisant pleinement pour la première fois l'étendue de sa démence. Il croyait vraiment en ce qu'il disait. Dans son esprit tordu, il était un justicier divin, sauvant des âmes par la torture. Il n'y avait aucune raison à laquelle elle pourrait faire appel, aucune logique qui pourrait le détourner de son chemin. Elle était face à un monstre qui se croyait saint. « Alors, pressa Adrien, quelle est ta décision? Vas-tu m'aider à sauver ces âmes ou vas-tu les condamner à mort par ton refus ?» Mathilde respira profondément, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Elle devait gagner du temps. Le gendarme reviendrait demain. S'il pouvait descendre dans le sous-sol, voir les cellules, trouver les prisonnières, mais pour cela, elle devait être encore vivante demain. « D'accord, » dit-elle finalement, chaque mot lui arrachant l'âme. « D'accord, je vais t'aider, mais tu dois me promettre qu'elles resteront en vie. » Le sourire d'Adrien s'élargit. « Bien sûr, ma chère, je te le promets. Tant que tu es coopérative, elles vivront. Maintenant, allons au sous-sol. Nous avons beaucoup de travail à faire. »
Il la prit par le bras et la guida vers l'escalier du sous-sol. Alors qu'il descendait dans les profondeurs, Mathilde sentit un frisson de prémonition. Elle pénétrait volontairement dans l'antre du monstre, se plaçant à sa merci. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait gagner du temps, protéger les prisonnières jusqu'à ce que l'aide arrive, si l'aide arrivait. Dans la grande salle voûtée, les bougies noires brûlaient toujours, projetant leurs ombres dansantes sur les murs de pierre. Adrien lâcha le bras de Mathilde et se dirigea vers une des tables, où il déposa son couteau et commença à rassembler divers objets, cordes, cadenas, une lanterne supplémentaire. « Voici ce que nous allons faire », expliqua-t-il sans la regarder. « Nous allons déplacer nos invités dans un endroit que je connais, une vieille cave abandonnée à environ 2 kilomètres d'ici, dans les bois. C'est un endroit que personne ne connaît, sauf moi. Là-bas, elles seront en sécurité pendant que le gendarme inspecte notre maison. « Et si elles refusent de marcher ?» demanda Mathilde. « Élise peut à peine se tenir debout. »« Alors nous les porterons, » répondit Adrien simplement. « Toi et moi ensemble. 2 voyages devraient suffire. Nous emmènerons d'abord les 2 plus faibles, puis nous reviendrons chercher les autres. » Il se tourna vers elle, son expression devenue sérieuse. « Mais comprends bien ceci, Mathilde. Si à n'importe quel moment tu tentes de t'échapper, si tu cries, si tu attires l'attention de qui que ce soit, je tuerai celle que nous transportons à ce moment-là, immédiatement, sans hésitation. Et puis j'irai finir les autres. Me suis-je bien fait comprendre ?» Mathilde hocha la tête, avalant péniblement sa salive. Adrien prit un trousseau de clés différent de celui que Mathilde avait trouvé plus tôt et se dirigea vers la première cellule, celle d'Élise. Il déverrouilla les chaînes qui la retenaient au mur, et Élise s'effondra immédiatement sur le sol, trop faible pour se tenir debout. « Aide-moi » ordonna Adrien à Mathilde. Ensemble, ils soulevèrent Élise. Elle pesait presque rien, ses os saillant sous sa peau comme ceux d'un oiseau. Ses yeux étaient fermés et sa respiration était faible et irrégulière. Mathilde sentit les larmes couler sur ses joues en tenant sa petite sœur, cette version squelettique et brisée de la jeune fille joyeuse qu'elle avait été autrefois. Ils montèrent l'escalier du sous-sol, puis Adrien conduisit Mathilde vers une porte au fond de la cuisine qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle donnait sur un passage étroit qui menait directement à l'extérieur, évitant la porte principale. Un passage secret, réalisa Mathilde. C'était ainsi qu'Adrien avait fait entrer ses victimes sans être vu. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, la neige tombant si dense qu'on ne pouvait voir à plus de quelques mètres devant soi. Adrien porta une lanterne d'une main et soutint Élise de l'autre, tandis que Mathilde la soutenait de l'autre côté. Ils s'enfoncèrent dans la nuit et dans la tempête, marchant péniblement à travers la neige profonde. Le village était invisible derrière le rideau blanc, et Mathilde réalisa avec désespoir que même si elle criait maintenant, personne ne l'entendrait à travers le hurlement du vent. Après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent une zone boisée. Adrien les guida entre les arbres noirs, suivant un chemin que lui seul pouvait voir. Finalement, ils arrivèrent devant une structure à moitié enfouie dans la terre, ressemblant à une ancienne cave de stockage. Adrien sortit une clé et déverrouilla la porte de bois pourri. À l'intérieur, l'air était encore plus froid et humide que le sous-sol de leur maison. C'était un espace exigu, avec un plafond bas et des murs de pierre couverts de mousse. Il y avait des anneaux de fer fixés au mur, clairement installés récemment par Adrien en prévision de ce genre de situation. Ils déposèrent Élise sur le sol de terre battue, et Adrien l'enchaîna immédiatement à l'un des anneaux. Élise n'offrit aucune résistance, trop faible même pour ouvrir les yeux. « Une de faite », dit Adrien avec satisfaction. « 3 autres à transporter. Allons-y. » Le voyage de retour à travers la tempête fut un cauchemar. Mathilde trébucha plusieurs fois, s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Ses mains et son visage étaient engourdis par le froid, et elle pouvait à peine sentir ses pieds dans ses bottines trempées. Quand ils atteignirent finalement la maison, Adrien la fit immédiatement redescendre au sous-sol. Cette fois, ils prirent Marguerite, la jeune femme aux cheveux blonds.
Elle était un peu plus forte qu'Élise, capable de marcher avec aide, mais ses yeux verts brillaient d'une terreur primitive qui fit mal à Mathilde. « S'il vous plaît, » murmura Marguerite alors qu'il montait l'escalier. « S'il vous plaît, tuez-moi simplement. Ne me ramenez pas là-bas. Ne me ramenez pas dans le noir. »« Chut !» murmura Mathilde, essayant de la réconforter. « Tout va bien se passer, je vais te sortir de là, je te le promets. » Mais même en prononçant ces mots, elle se demandait si elle pourrait tenir cette promesse. Ils firent 3 voyages au total cette nuit-là, transportant les 4 prisonnières, une par une, vers leur nouvelle prison. À chaque voyage, Mathilde cherchait désespérément une opportunité de s'échapper, d'alerter quelqu'un, de faire quoi que ce soit pour arrêter cette horreur. Mais Adrien ne lui donnait aucune chance. Il restait vigilant, le couteau toujours à portée de main, ses yeux froids surveillant chacun de ses mouvements. Quand ils eurent terminé, l'aube commençait à poindre. La tempête s'était finalement calmée, laissant place à un silence étrange et troublant. Le monde était recouvert d'un linceul de neige immaculé, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. De retour dans leur maison, Adrien força Mathilde à nettoyer le sous-sol avec lui. Ils retirèrent tous les objets suspects, les cachèrent dans des caisses qu'Adrien emporta quelque part à l'extérieur. Ils lavèrent les taches de sang sur le sol et les murs. Ils refermèrent les cellules et verrouillèrent leurs portes. En quelques heures, le sous-sol ressemblait à un atelier de forge ordinaire, avec son enclume, son fourneau, ses outils de forgeron soigneusement rangés. Quand ils eurent terminé, Adrien se tourna vers Mathilde. « Maintenant, ma chère, tu vas monter prendre un bain et te changer. Le gendarme va arriver dans quelques heures et tu dois avoir l'air présentable. Tu joueras le rôle de l'épouse aimante, souriante et heureuse. Si tu fais la moindre chose pour éveiller ses soupçons, tu connais les conséquences. » Mathilde hocha la tête, trop épuisée pour protester. Elle monta à l'étage, prit un bain dans l'eau froide et enfila une robe propre. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit un fantôme, une coquille vide de la femme qu'elle avait été. Ses yeux étaient creusés, son teint était d'une pâleur cadavérique, et ses mains tremblaient constamment. Comment allait-elle pouvoir maintenir cette façade devant le gendarme? Comment allait-elle pouvoir sourire et prétendre que tout allait bien, alors que 4 femmes, dont sa propre sœur, étaient enchaînées dans une cave glaciale au milieu des bois, attendant de mourir? L'après-midi arriva trop vite. À 2 heures précises, le gendarme Rousseau frappa à la porte. Adrien l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel, et Mathilde se tint à ses côtés, le visage figé dans une expression qu'elle espérait ressembler à un sourire. « Bonjour, gendarme, » dit Adrien. « Comme promis, je suis prêt à vous montrer mon atelier. J'espère que cela dissipera les inquiétudes de vos informateurs. » Le gendarme Rousseau entra, secouant la neige de ses bottes. Il examina attentivement le couple, son regard s'attardant sur le visage pâle de Mathilde. « Madame Marceau, vous allez bien ?» demanda-t-il. « Vous semblez fatiguée. »« La tempête d'hier soir m'a empêché de dormir, » répondit Mathilde, répétant l'excuse qu'Adrien lui avait fait mémoriser. « Mais je vais bien, merci de votre sollicitude. » Adrien conduisit le gendarme au sous-sol. Mathilde les suivit, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'Adrien avait tout nettoyé, mais que se passerait-il si le gendarme remarquait quelque chose? Une tache de sang oubliée, une chaîne mal cachée, mais le sous-sol était impeccable. À la lumière du jour qui filtrait à travers les petites fenêtres près du plafond, il ressemblait exactement à ce qu'Adrien prétendait, un atelier de forgeron. Le gendarme inspecta minutieusement chaque coin, ouvrant même les portes des anciennes cellules, qui révélèrent maintenant des pièces de stockage banales remplies de bois de chauffage et d'outils. « Je vois, » dit finalement le gendarme. « Tout semble en ordre ici. »« Je vous l'avais dit, » répondit Adrien avec un sourire satisfait. « Simplement un atelier. Rien de sinistre. » Ils remontèrent à l'étage et le gendarme se prépara à partir. Mais à la dernière seconde, il se tourna vers Mathilde. « Madame Marceau, puis-je vous parler un moment, en privé ?» Le visage d'Adrien se crispa imperceptiblement, mais il maintint son sourire. « Bien sûr, gendarme, je vais aller préparer du thé dans la cuisine. » Il s'éloigna, mais Mathilde savait qu'il n'irait pas loin.
Il écouterait chaque mot de leur conversation. Le gendarme Rousseau se pencha vers Mathilde, baissant la voix. « Madame, je dois vous le demander directement. Êtes-vous en danger? Votre mari vous fait-il du mal? Si c'est le cas, je peux vous aider. Vous avez ma parole. » C'était le moment que Mathilde avait attendu. Tout ce qu'elle avait à faire était de dire la vérité, de tout révéler. Le gendarme pourrait arrêter Adrien, organiser une fouille des bois, trouver les prisonnières, mais les mots d'Adrien résonnaient dans son esprit. « Si tu dis un seul mot, elles mourront toutes. » Adrien connaissait ces bois mieux que quiconque. Il pourrait y retourner en premier, avant que les gendarmes ne trouvent la cave. Il pourrait tuer les 4 femmes en quelques minutes, effacer toutes les preuves. Et alors, ce serait la parole de Mathilde contre la sienne. Qui le village croirait-il? La femme hystérique et mélancolique ou le respectable forgeron? Et puis il y avait autre chose. Quelque chose que Mathilde avait remarqué durant la nuit. Quelque chose qui l'avait glacé jusqu'aux os. Quand Adrien avait parlé d'enlever ses victimes, de les torturer, de les purifier, il avait mentionné des noms que Mathilde reconnaissait. Cécile Arnaud, dont le nom était gravé dans la 5e cellule. Cécile avait été la nièce du maire. Sa disparition avait créé un scandale énorme il y a 3 ans. Une récompense avait été offerte. Des enquêteurs étaient venus de Paris. Et pourtant, personne n'avait jamais soupçonné Adrien. Personne n'avait jamais inspecté sa maison. Comment était-ce possible à moins qu'Adrien n'ait des protecteurs, des gens puissants dans le village qui détournèrent les enquêtes? Peut-être parce qu'ils avaient quelque chose à cacher eux-mêmes. Peut-être parce qu'Adrien détenait des secrets sur eux. Si c'était vrai, alors même révéler la vérité aux gendarmes pourrait ne pas suffire. L'affaire pourrait être étouffée. Les preuves pourraient disparaître, et Mathilde finirait enfermée dans un asile déclarée folle. Toutes ces pensées traversèrent l'esprit de Mathilde en une fraction de seconde, et elle prit sa décision. « Non, gendarme, » dit-elle doucement. « Mon mari ne me fait aucun mal. Je suis simplement fatiguée et nerveuse. Rien de plus. » Le gendarme Rousseau la fixa longuement, son expression mêlant déception et frustration. « Si vous changez d'avis, madame, ma porte est toujours ouverte. »« Je vous remercie, » répondit Mathilde. Le gendarme partit, et Adrien revint dans le couloir, son sourire satisfait fermement en place. « Bien joué, ma chère, » dit-il doucement. « Tu apprends vite. » Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de son mari monstre, Mathilde fixa le plafond et comprit la terrible vérité. Elle ne pouvait pas sauver les prisonnières en appelant à l'aide extérieure. Elle devrait le faire elle-même. D'une manière ou d'une autre, elle devrait trouver un moyen de libérer ces femmes et de s'assurer qu'Adrien paye pour ses crimes, même si cela signifiait risquer sa propre vie, même si cela signifiait devenir elle-même une meurtrière. Car elle avait compris quelque chose d'autre cette nuit-là, quelque chose de profond et de terrifiant. Adrien n'était pas seul. Il ne pouvait pas être seul. La façon dont il avait organisé tout cela, la manière dont il avait évité la détection pendant toutes ces années, les ressources dont il disposait, il devait avoir des complices, des gens qui l'aidaient, qui couvraient ses traces. Et si elle voulait vraiment le détruire, elle devrait d'abord découvrir qui ils étaient. Les jours suivants se déroulèrent dans un cauchemar éveillé. Mathilde jouait le rôle de l'épouse obéissante, souriant quand il le fallait, cuisinant les repas, maintenant la maison propre. Mais chaque nuit, quand Adrien pensait qu'elle dormait, elle descendait discrètement au sous-sol et fouillait dans ses affaires, cherchant des indices, des preuves, n'importe quoi qui pourrait l'aider à comprendre l'étendue de sa conspiration. Ce qu'elle découvrit la glaça jusqu'aux os. Dans l'un des carnets qu'Adrien gardait cachés derrière une pierre descellée dans le mur du sous-sol, Mathilde trouva des noms, des dizaines de noms, accompagnés de dates et de notes détaillées. Certains noms étaient barrés, marqués du mot « terminé ». D'autres portèrent des annotations comme « en cours » ou « futur sujet ». Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la section intitulée « Bienfaiteur et associé ». Sous ce titre, Mathilde trouva une liste de 5 noms.
5 hommes qui occupaient des positions de pouvoir et de respect dans Beaumont-sur-Loire et les villages environnants. Docteur Mercier, le médecin du village, celui-là même qu'Adrien avait mentionné quand il avait parlé de faire enfermer Mathilde pour mélancolie. Père Vignon, le prêtre de l'église paroissiale, un homme que tout le village vénérait pour sa piété et sa charité. Monsieur Deschamps, le notaire, un homme riche et influent qui gérait les affaires légales de la moitié du village. Capitaine Renard, le commandant de la garnison de gendarmerie régionale, supérieur direct du gendarme Rousseau, maire Lefebvre. Le maire de Beaumont-sur-Loire lui-même, un homme politique respecté qui avait servi durant 15 ans. À côté de chaque nom, il y avait des notes énigmatiques. DM, fournit des médicaments pour le contrôle et la sédation, reçoit 5% des bénéfices. PV, offre couverture spirituelle et justification théologique, partage l'idéologie, pas de compensation monétaire. MD gère les documents légaux et les déclarations de décès, reçoit 10% des bénéfices. CR détourne les enquêtes, élimine les preuves gênantes, reçoit 15% des bénéfices. ML, coordination générale et protection politique, reçoit 20% des bénéfices. Des bénéfices? Mathilde feuilleta plus loin dans le carnet et découvrit une autre section qui lui retourna l'estomac. Revenus et transactions. Adrien ne gardait pas simplement ses femmes prisonnières pour ses délires de purification. Il les vendait. Il les louait à d'autres hommes pour... Mathilde ne pouvait même pas terminer cette pensée. Les descriptions étaient trop horribles, trop dépravées. Des hommes riches de villages et de villes éloignées payaient des sommes exorbitantes pour accéder à ces prisonnières. C'était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas juste un homme fou opérant seul. C'était un réseau organisé de crimes et de corruption, impliquant certaines des figures les plus respectées de la région. Et soudain, Mathilde comprit pourquoi personne n'avait jamais suspecté Adrien. Pourquoi les enquêtes sur les disparitions avaient toujours été sabotées. Pourquoi le gendarme Rousseau, malgré ses soupçons évidents, n'avait jamais poussé plus loin son investigation. Le capitaine Renard s'assurait que cela n'arrive jamais. Mathilde ferma le carnet, ses mains tremblantes. Elle était seule, complètement seule. Tous ceux vers qui elle pourrait normalement se tourner pour obtenir de l'aide étaient soit impliqués dans le réseau, soit contrôlés par lui. Mais il devait y avoir quelqu'un qui n'était pas corrompu, quelqu'un qui pourrait l'aider. Le gendarme Rousseau. Il avait clairement des soupçons. Il avait essayé de l'aider, et il ne figurait pas sur la liste des complices d'Adrien. Peut-être ne savait-il pas que son propre supérieur était impliqué. Peut-être pourrait-elle lui faire confiance. Mais comment l'approcher sans éveiller les soupçons d'Adrien ou du capitaine Renard? Pendant les jours suivants, Mathilde élabora un plan. Elle attendit qu'Adrien parte pour une livraison dans un village voisin, une tâche qui le tiendrait occupé toute la journée. Puis, affirmant aux voisins qu'elle devait aller au marché, elle se rendit au bureau de la gendarmerie. Le gendarme Rousseau était seul quand elle entra, heureusement. Il leva les yeux de ses papiers, surpris de la voir. « Madame Marceau, en quoi puis-je vous aider ?» Mathilde jeta un coup d'œil nerveux à la porte, s'assurant que personne d'autre n'était là. Puis elle s'approcha de son bureau et parla rapidement, sa voix basse et urgente. « Gendarme Rousseau, j'ai besoin de votre aide, mais d'abord, vous devez me promettre que vous ne rapporterez rien de ce que je vais vous dire au capitaine Renard. À personne d'autre de la gendarmerie, seulement à vous. Me le promettez-vous » Le gendarme fronça les sourcils, visiblement perplexe mais intrigué. « Madame, je... »« S'il vous plaît » l'interrompit Mathilde, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Je vous en supplie, promettez-le-moi ou je ne pourrai rien dire, et des femmes vont mourir. » L'expression du gendarme devint sérieuse. « Très bien, madame. Vous avez ma parole. Rien de ce que vous direz ne sortira de ce bureau sans votre permission. » Et alors, Mathilde lui raconta tout. Les nuits d'Adrien au sous-sol, les bruits qu'elle avait entendus, la clé tombée, sa descente dans le sous-sol et sa découverte des prisonnières, l'identité d'Élise, le réseau de complices, les noms dans le carnet. Le gendarme Rousseau l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus pâle à mesure qu'elle parlait.
Quand elle eut terminé, il resta assis un long moment, fixant le mur derrière elle, essayant visiblement de traiter l'énormité de ce qu'elle venait de révéler. « Le capitaine Renard », murmura-t-il finalement, « mon propre commandant, et le maire, le prêtre. » Il secoua la tête, incrédule. Comment est-ce possible? Comment tant d'hommes respectés peuvent-ils être impliqués dans quelque chose d'aussi monstrueux? Je ne sais pas, répondit Mathilde, mais c'est la vérité. J'ai vu le carnet de mes propres yeux. Les noms y sont, avec les détails de leur implication. Le gendarme se leva et commença à faire les 100 pas dans son petit bureau. Si ce que vous dites est vrai, madame, et je n'ai aucune raison de douter de votre parole, alors nous sommes face à un problème immense. Je ne peux pas simplement arrêter votre mari et ses hommes. Ils sont trop puissants. Ils étoufferaient l'affaire avant même qu'elle n'atteigne un tribunal. Alors, que pouvons-nous faire? Demanda Mathilde, le désespoir menaçant de l'engloutir. Ces femmes sont là-bas, dans cette cave, souffrant. Ma sœur est là-bas. Nous ne pouvons pas simplement les abandonner. Le gendarme Rousseau s'arrêta et la regarda. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Des preuves si accablantes qu'elles ne pourront pas être ignorées ou dissimulées. Et nous devons les présenter directement aux autorités supérieures en contournant complètement la chaîne de commandement locale. « Le carnet » dit Mathilde. « C'est la preuve. Tout y est documenté. Pouvez-vous le récupérer » demanda le gendarme. « Je pense que oui, mais Adrien le garde bien caché. Et s'il découvre qu'il a disparu, il saura immédiatement que c'est moi. » Le gendarme réfléchit un moment. « Alors, nous devons agir vite. Récupérez le carnet si vous le pouvez. Entre-temps, je vais envoyer un télégramme urgent à la préfecture de police à Orléans. Ils peuvent envoyer des inspecteurs qui ne sont pas liés à Beaumont, des hommes qui ne peuvent pas être corrompus par ce réseau. Combien de temps cela prendra-t-il ? 2 jours, peut-être 3, pour qu'ils arrivent. Pouvez-vous tenir jusque-là? Pouvez-vous continuer à jouer votre rôle sans qu'Adrien ne se doute de rien ?» Mathilde hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre de pouvoir réellement le faire. Chaque minute passée dans cette maison avec Adrien était une torture. Chaque nuit où elle devait s'allonger à côté de lui, sachant ce qu'il était, ce qu'il avait fait, lui donnait envie de hurler. Mais elle devait être forte. Pour Élise, pour Geneviève, Marguerite et la femme blessée dont elle n'avait jamais appris le nom. Pour toutes les autres victimes qu'Adrien avait torturées et tuées au fil des ans. « Je tiendrai », dit-elle fermement. « Faites ce que vous devez faire, j'obtiendrai ce carnet. » Elle quitta le bureau de la gendarmerie et retourna chez elle, son cœur battant à tout rompre. Maintenant venait la partie la plus dangereuse de son plan. Voler le carnet sans qu'Adrien ne s'en aperçoive. Cette nuit-là, après qu'Adrien soit descendu au sous-sol pour son rituel habituel, Mathilde attendit 1 heure pour s'assurer qu'il était bien installé dans son travail. Puis elle descendit silencieusement l'escalier, évitant les marches qui grinçaient. La porte du sous-sol était fermée et verrouillée, bien sûr. Mais Mathilde avait pris soin de cacher un jeu de clés de rechange la nuit où Adrien avait laissé tomber le sien. Elle les avait retrouvées le lendemain matin, avant qu'ils ne se rendent compte qu'elles étaient perdues, et les avait rapidement fait dupliquer par le serrurier du village, prétendant avoir besoin de copies pour les clés de la maison. Avec des mains tremblantes, elle déverrouilla silencieusement les 3 cadenas et ouvrit la porte. Elle pouvait entendre Adrien dans les profondeurs, ses pas résonnant sur les dalles de pierre. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds, s'arrêtant sur la 10e marche, d'où elle pouvait voir ce qui se passait en bas, sans être vue elle-même. Adrien était dans la zone principale de l'atelier, travaillant à son enclume. Il martelait un morceau de métal rouge, le façonnant en quelque chose. Mathilde ne voulait pas savoir quoi. Elle profita de ce moment où il était concentré sur son travail, le bruit du marteau couvrant tout autre son, pour descendre les dernières marches et se glisser vers le mur où était cachée la pierre descellée. Avec une lenteur agonisante, elle retira la pierre, révélant la cachette derrière. Les carnets étaient là, plusieurs d'entre eux, soigneusement empilés. Elle prit celui qui contenait les noms des complices et les détails financiers, le glissa sous sa robe, puis remit la pierre en place. Le martelage s'arrêta brusquement,
Mathilde se figea, son cœur s'arrêtant presque. Elle entendit les pas d'Adrien se diriger vers l'arrière de la salle, vers l'endroit où elle se tenait. Elle n'avait nulle part où se cacher. Si elle bougeait maintenant, il l'entendrait. Si elle restait immobile, il la verrait. Elle était prise au piège. Les pas se rapprochaient. Encore quelques secondes, et Adrien tournerait le coin et la découvrirait. Et alors, soudain, un bruit retentit au-dessus. Un coup fort contre la porte d'entrée de la maison. Quelqu'un frappait. Adrien jura entre ses dents et fit demi-tour, remontant rapidement l'escalier. Mathilde entendit la porte du sous-sol s'ouvrir et se fermer, puis le bruit des pas d'Adrien dans le couloir du haut. C'était sa chance, sa seule chance. Elle courut vers l'escalier et le monta aussi vite qu'elle put sans faire de bruit. Elle atteignit le couloir juste à temps pour entendre Adrien ouvrir la porte d'entrée. « Bonsoir, Père Vignon », dit la voix d'Adrien. « C'est une surprise de vous voir à cette heure tardive. » Le prêtre, l'un des complices. Mathilde se plaqua contre le mur du couloir, essayant de contrôler sa respiration paniquée. « Pardonnez-moi, mon fils », répondit la voix du Père Vignon, onctueux et hypocrite. « Mais nous avons un problème. Le gendarme Rousseau a envoyé un télégramme à Orléans. Quelqu'un lui a parlé. » Un silence glacial suivit. Puis la voix d'Adrien calme mais mortelle. « Qui ? Nous ne savons pas encore, mais le capitaine Renard a intercepté une copie du télégramme. Des inspecteurs vont arriver dans 2 jours. Nous devons nettoyer, tout nettoyer, immédiatement. » Mathilde sentit son sang se glacer. Il savait qu'elle avait parlé aux gendarmes, et maintenant ils allaient nettoyer, ce qui signifiait les prisonnières. Ils allaient tuer les prisonnières cette nuit même pour effacer toutes les preuves. « Où est Mathilde ?» demanda soudain le Père Vignon. « Elle n'a pas... Ma femme dort à l'étage, » coupa Adrien froidement. « Et elle n'a rien à voir avec cela. Mais vous avez raison. Nous devons agir maintenant, rassembler les autres. Dites-leur de nous retrouver à la cave dans 1 heure. » Mathilde n'attendit pas d'en entendre plus. Elle remonta silencieusement l'escalier jusqu'à la chambre, le carnet toujours caché sous sa robe. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait 1 heure, une seule heure avant qu'Adrien et ses complices ne se rendent à la cave dans les bois pour assassiner les 4 femmes prisonnières. Elle devait arriver là-bas en premier, elle devait les libérer avant que les monstres n'arrivent. Mais comment? Elle ne savait même pas exactement où se trouvait la cave. Elle y était allée dans l'obscurité, durant une tempête de neige, portant une prisonnière à moitié consciente. Elle pourrait se perdre en essayant de la retrouver. À moins que... Mathilde se précipita vers la fenêtre de la chambre et regarda dehors. Il y avait encore de la lumière à plusieurs fenêtres du village. Les gens étaient encore éveillés. Si elle pouvait sortir de la maison sans qu'Adrien ne le remarque, si elle pouvait trouver le gendarme Rousseau et lui dire ce qui allait se passer. Mais Adrien et le Père Vignon étaient toujours en bas, bloquant potentiellement sa sortie par la porte principale. Elle devrait utiliser le passage secret, celui qui menait de la cuisine à l'extérieur. Elle attendit d'entendre la porte d'entrée se fermer, signalant le départ du prêtre. Puis elle descendit furtivement au rez-de-chaussée. Adrien n'était nulle part en vue, probablement de retour dans le sous-sol pour se préparer. Mathilde se glissa dans la cuisine, ouvrit la porte du passage secret et sortit dans la nuit froide. Le village était enveloppé dans une obscurité presque totale, seulement interrompue par les lanternes occasionnelles aux fenêtres. Mathilde courut à travers les rues enneigées, ses bottines glissant sur la glace, son souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Elle atteignit le bureau de la gendarmerie et frappa frénétiquement à la porte. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. « Gendarme Rousseau, s'il vous plaît, ouvrez, c'est urgent !» Enfin, la porte s'ouvrit, révélant le gendarme en chemise de nuit, une lanterne à la main. « Madame Marceau, que se passe-t-il ?»« Ils savent, » haleta Mathilde. « Ils ont intercepté votre télégramme. Ils vont tuer les prisonnières cette nuit, dans 1 heure, pour effacer les preuves. Nous devons les sauver maintenant. » Le gendarme Rousseau pâlit. « Mon Dieu, laissez-moi m'habiller. » Il disparut à l'intérieur pendant quelques minutes, qui semblèrent durer une éternité, puis revint entièrement habillé et armé de son revolver de service. « Où est cette cave ?» demanda-t-il.
dans les bois au nord du village, à environ 2 kilomètres. Je pense pouvoir retrouver le chemin, mais je ne suis pas certaine. Nous devons essayer, dit le gendarme avec détermination. Même si nous arrivons trop tard, au moins nous aurons essayé. Ils se mirent en route, courant à travers le village endormi, puis s'enfonçant dans les bois sombres. Mathilde essayait de se rappeler le chemin qu'ils avaient pris durant la tempête, cherchant des repères familiers. Mais tout semblait différent dans l'obscurité, et à plusieurs reprises, elle craignit qu'ils ne soient perdus. Puis, à travers les arbres, elle aperçut une lumière vacillante, comme celle de lanterne. Ils approchaient. Mais en s'approchant plus près, le cœur de Mathilde sombra. Il y avait 5 silhouettes devant l'entrée de la cave. Adrien, le père Vignon, le docteur Mercier, le notaire Deschamps et le maire Lefebvre. Ils étaient tous là, et ils étaient arrivés en premier. « Trop tard !» murmura le gendarme Rousseau. « Nous sommes trop tard !»« Non !» dit Mathilde avec une détermination féroce. « Non, nous ne le sommes pas. Elles peuvent encore être en vie. Nous devons essayer. » Le gendarme hésita, puis hocha la tête. « Vous avez raison, restez ici et cachez-vous. Je vais m'approcher et... » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Une voix retentit depuis la cave. « Inutile de vous cacher, gendarme Rousseau. Nous savons que vous êtes là. » C'était Adrien. Son ton était calme, presque amusé. « Et toi aussi, ma chère Mathilde. Je reconnais ta silhouette n'importe où. Pourquoi ne sortiriez-vous pas tous les deux de derrière ces arbres et ne veniez-vous pas nous rejoindre? Nous avons beaucoup à discuter. » Le gendarme Rousseau jura entre ses dents. « Ils nous ont vus, ou ils savaient que nous viendrions, » murmura Mathilde. C'était un piège. Depuis le début, le gendarme sortit de derrière l'arbre, son revolver pointé vers le groupe d'hommes. « Au nom de la loi, vous êtes tous en état d'arrestation. » Les 5 hommes éclatèrent de rire. Un rire froid, cruel, qui résonna sinistrement dans les bois. « En état d'arrestation ?» répéta le capitaine Renard, sortant de l'ombre où il était resté caché. « Sur l'autorité de qui, Rousseau? La mienne. Je suis ton supérieur. Le notaire Deschamps contrôle tous les documents légaux de la région. Le docteur Mercier peut te faire interner pour folie. Le maire Lefebvre peut faire disparaître toute trace de cette nuit. Et le bon père Vignon ici présent peut assurer à tout le monde que vous êtes un hérétique et une menace pour la communauté. Qui vas-tu appeler à l'aide ?» Le gendarme Rousseau resta silencieux, son arme toujours pointée, mais la futilité de leur situation devenant terriblement claire. « Maintenant, » continua Adrien s'avançant vers eux, « vous allez tous les deux descendre dans cette cave et vous allez rejoindre mes autres invités. Parce que, voyez-vous, je ne peux pas vous laisser ruiner tout le travail que nous avons construit ici. C'est une entreprise trop lucrative, trop importante. »« Vous êtes tous fous, » cracha Mathilde. « Des monstres déguisés en hommes respectables. Mais la vérité finira par sortir. Les inspecteurs d'Orléans vont venir. » Le maire Lefebvre sourit. « Oh, ma chère enfant, pensez-vous vraiment que ce télégramme va arriver à Orléans ? Le maître de poste est un ami personnel. Le télégramme a déjà été détruit. Personne ne viendra. » Mathilde sentit le désespoir l'envahir. Ils avaient pensé à tout, couvert chaque angle. Le réseau de corruption était trop profond, trop étendu. Elle était perdue. Le gendarme était perdu. Et les femmes dans la cave. « Élise !» cria soudain Mathilde. « Élise, si tu peux m'entendre, je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te sauver. » Sa voix se brisa en sanglots. Tout avait été pour rien. Son courage, son plan, son espoir. Tout s'effondrait autour d'elle. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. De l'intérieur de la cave souterraine, une voix s'éleva, faible, brisée, mais indéniablement présente. « Mathilde !» C'était la voix d'Élise. Et ce qu'elle dit ensuite changea tout. « Mathilde !» La voix d'Élise, à peine un murmure porté par le vent nocturne, se fit à nouveau entendre depuis les profondeurs de la cave. « Cours !» Mais Mathilde ne pouvait pas courir. Pas maintenant, pas après être venue si loin. Elle regarda le cercle d'hommes qui les entourait, le gendarme Rousseau tenant toujours son revolver d'une main tremblante, et Adrien qui s'avançait lentement vers eux avec l'assurance d'un prédateur qui sait que sa proie est acculée. « Touchant », commenta Adrien avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids.
Les retrouvailles de deux sœurs. Dommage qu'elles soient si brèves. Il fit un geste vers le docteur Mercier, qui ouvrit une sacoche en cuir et en sortit plusieurs seringues remplies d'un liquide clair. Un puissant sédatif, expliqua le docteur d'une voix clinique et détachée. Vous ne sentirez presque rien. Quand vous vous réveillerez, vous serez confortablement installé dans votre nouvelle demeure. « Tire !» cria soudain Mathilde au gendarme Rousseau. « Tire sur eux !» Mais le gendarme hésitait. Il était un homme de loi, entraîné à suivre les procédures, à respecter l'autorité, tirer sur son propre capitaine, sur le maire, sur un prêtre. C'était impensable, même dans ces circonstances extrêmes. Cette hésitation fut fatale. Le capitaine Renard sortit son propre revolver et tira. Le coup de feu déchira la nuit, et le gendarme Rousseau tomba au sol, sa main pressant son épaule ensanglantée. Son arme tomba dans la neige. « Non !» hurla Mathilde, se précipitant vers lui. Mais Adrien l'attrapa avant qu'elle ne puisse l'atteindre, la tirant violemment en arrière. « Tu as toujours été tellement têtue, siffla-t-il à son oreille, tellement déterminée à être l'héroïne. Mais tu vois maintenant, il n'y a pas d'héroïsme ici, seulement la survie. Et tu n'es pas du côté des survivants. » Il la traîna vers l'entrée de la cave pendant que le docteur Mercier s'approchait du gendarme blessé avec une seringue. Mathilde se débattit de toutes ses forces, donnant des coups de pied, griffant, mordant, mais Adrien était trop fort. Il la força à descendre les marches de terre qui menaient dans la cave. L'intérieur était encore plus horrible que Mathilde ne s'en souvenait. À la lumière des lanternes, elle pouvait voir les 4 femmes prisonnières, toujours enchaînées au mur. Élise, Geneviève, Marguerite et la 4e femme qu'elle n'avait pas réussi à identifier. Toutes levèrent les yeux vers elle avec un mélange d'espoir et de désespoir. « Je suis désolée !» sanglota Mathilde alors qu'Adrien l'enchaînait à côté d'Élise. « Je suis tellement désolée. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » Élise tendit sa main squelettique et la posa sur celle de Mathilde. « Je sais, murmura-t-elle. Tu es la seule qui a jamais essayé. » Le gendarme Rousseau fut traîné dans la cave quelques minutes plus tard, à moitié conscient à cause du sédatif qu'on lui avait injecté. Il fut enchaîné à un mur opposé, son épaule saignant abondamment. Les 6 hommes se tinrent à l'entrée de la cave, discutant à voix basse de ce qu'ils allaient faire maintenant. Mathilde ne pouvait pas distinguer tous leurs mots, mais elle entendait assez pour comprendre qu'ils débattèrent de la meilleure façon de se débarrasser d'eux tous. « On ne peut pas simplement les faire disparaître comme les autres », argumentait le notaire Deschamps. « Le gendarme Rousseau a une famille, des amis. Les gens poseront des questions. » « Un accident, » suggéra le maire Lefebvre. « Une explosion dans la forge, un incendie, toute la maison Marceau brûle avec Adrien et sa femme dedans. Tragique, mais ces choses arrivent. »« Et Rousseau ?» demanda le capitaine Renard. « Il était là pour enquêter sur les bruits suspects. Il est mort héroïquement en tentant de les sauver. »« Parfait, » acquiesça Adrien. « Un incendie. Nous brûlerons la maison et la cave. Tout sera réduit en cendres. Aucune preuve ne subsistera. » Mathilde sentit le désespoir l'envahir totalement. C'était fini, vraiment fini. Dans quelques heures, elle et toutes les autres seraient mortes, leur corps calciné au-delà de toute reconnaissance. Mais alors, quelque chose attira son attention. Un objet dur pressé contre sa cuisse par le tissu de sa robe. Le carnet. Elle l'avait toujours caché sous sa robe. Dans toute la confusion, personne ne l'avait fouillé. Les preuves étaient toujours avec elle. Mais à quoi cela servait-il maintenant? Si elle mourait, le carnet brûlerait avec elle. Personne ne saurait jamais la vérité. À moins que... Geneviève, murmura-t-elle aussi doucement que possible. Geneviève, tu m'entends? La femme aux cheveux bruns, enchaînée quelques mètres plus loin, tourna lentement la tête vers elle. Oui, croassa-t-elle. Depuis combien de temps es-tu ici? 12 ans. Répondit Geneviève, sa voix vide de toute émotion. Alors tu dois connaître chaque centimètre de cette cave. Y a-t-il une autre sortie, n'importe quoi, un tunnel, une fissure dans le mur assez large pour passer? Geneviève secoua la tête. Non, nous avons toutes cherché. Pendant des années, il n'y a qu'une seule sortie, celle qu'il garde. Mathilde ferma les yeux, luttant contre les larmes, mais elle devait continuer à réfléchir.
Il devait y avoir un moyen. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Les chaînes qui la retenaient étaient vieilles, rouillées, pas aussi solides que celles du sous-sol de sa maison. Et l'anneau fixé au mur auquel elles étaient attachées bougeait légèrement quand elle tirait dessus. « Élise, murmura-t-elle. « Mais tes chaînes, elles sont solides ?» Élise regarda ses propres chaînes, puis secoua la tête. « Non, l'anneau est décellé. J'ai essayé de travailler dessus pendant des mois, mais je suis trop faible pour le retirer. » Une étincelle d'espoir s'alluma dans le cœur de Mathilde. « Et si nous travaillions ensemble, toutes ensemble, si nous tirions tous sur nos chaînes en même temps? Cela ferait du bruit, » avertit Marguerite, la jeune femme aux cheveux blonds. « Ils nous entendraient. »« Qu'ils nous entendent, » dit Mathilde avec une détermination féroce. « Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous tuer plus vite? Nous sommes déjà mortes, alors autant mourir en combattant. » Elle regarda chacune des femmes enchaînées, ces victimes qui avaient été brisées et déshumanisées pendant des années. Et dans leurs yeux, elle vit quelque chose s'éveiller, une lueur qu'elle n'avait pas vue auparavant, l'étincelle de la rébellion. « À 3, » murmura Mathilde. « 1, 2, 3. » Elles tirèrent toutes ensemble sur leurs chaînes. Le bruit métallique résonna dans la cave comme un coup de tonnerre. Les 6 hommes à l'entrée se retournèrent immédiatement. « Qu'est-ce que vous faites ?» aboya Adrien, commençant à descendre dans la cave. « Encore !» cria Mathilde, et elles tirèrent à nouveau. L'anneau auquel les chaînes d'Élise étaient fixées se détacha du mur dans un nuage de poussière et de pierres effritées. Élise était libre. « Arrêtez-les !» hurla le capitaine Renard. Mais Élise, animée par une force née du désespoir et de 8 années de rage contenue, se jeta sur les chaînes de Mathilde. Malgré sa maigreur extrême, elle tira avec une force surprenante, et l'anneau de Mathilde céda également. Adrien atteignit le fond de la cave et se précipita vers elle, mais Mathilde était déjà debout. Elle balança ses chaînes comme une arme, frappant Adrien au visage. Il recula, du sang coulant de son nez. « Libérez les autres !» cria Mathilde à Élise. Ensemble, elles travaillèrent frénétiquement sur les chaînes de Geneviève pendant que les autres hommes descendaient dans la cave. Le docteur Mercier fut le premier à les atteindre, mais Geneviève, maintenant libre, lui donna un coup de pied dans le ventre avec une force alimentée par 12 ans de souffrance. Il tomba en arrière, renversant le maire Lefebvre qui descendait derrière lui. Mathilde et Élise libérèrent Marguerite, puis se précipitèrent vers la 4e femme, celle qui était presque inconsciente. Ses chaînes étaient plus résistantes et elle n'arrivait pas à les briser. « Laissez-la !» cria le gendarme Rousseau depuis son coin. « Sortez d'ici, courez !» Mais Mathilde ne pouvait pas l'abandonner. Elle tira de toutes ses forces sur l'anneau, ses mains se couvrant d'ampoules et saignant contre le métal rouillé. Adrien s'était remis debout et chargeait vers elle. Mais Marguerite se jeta sur lui, griffant son visage de ses ongles longs. Lui, habitué à la dominer dans sa faiblesse, ne s'attendait pas à une telle résistance. Il trébucha et Geneviève en profita pour lui donner un coup de pied dans le genou. Il s'effondra avec un cri de douleur. L'anneau de la 4e femme céda enfin. Les 4 femmes étaient libres. « Courez !» cria Mathilde. « Sortez d'ici !» Elles se précipitèrent vers l'escalier de terre, mais le père Vignon bloquait le passage, tenant une lanterne. « Vous n'irez nulle part !» déclara-t-il avec une arrogance tranquille. Élise, dans un dernier élan de courage et de rage, arracha la lanterne des mains du prêtre et la lança contre le mur de la cave. Le verre se brisa et l'huile enflammée se répandit sur les murs de bois sec. Le feu prit immédiatement, se propageant avec une vitesse terrifiante le long des poutres de bois et des débris qui jonchaient la cave. « Idiote !» hurla le notaire des Champs. « Tu nous as tous tués !»« Alors nous mourrons ensemble !» cria Élise en retour. La panique s'empara de tous. Les 6 hommes se précipitèrent vers la sortie, bousculant les femmes dans leur fuite égoïste. Mathilde aida Élise à monter l'escalier, puis se retourna pour voir le gendarme Rousseau, toujours enchaîné, luttant contre ses liens tandis que les flammes s'approchaient. « Je reviens !» cria-t-elle, redescendant dans l'enfer de feu. La fumée était déjà épaisse, brûlant ses yeux et ses poumons.
Elle ne voyait presque rien, tâtonnant dans la fumée pour trouver le gendarme. Ses mains rencontrèrent enfin ses chaînes, et elle tira de toutes ses forces restantes. L'anneau céda, et le gendarme s'effondra dans ses bras. Ensemble, ils trébuchèrent vers l'escalier alors que les flammes léchaient leurs vêtements. Ils émergèrent de la cave dans l'air froid de la nuit, toussant et suffocant. Autour d'eux, c'était le chaos. Les 6 hommes couraient dans différentes directions, essayant d'échapper au feu qui avait maintenant complètement englouti la structure de la cave. Mais le feu ne se contentait pas de la cave. Il s'était propagé aux arbres environnants, asséchés par le froid de l'hiver. Une véritable inferno commençait à se développer, éclairant la nuit comme si c'était le jour. Mathilde regarda autour d'elle et vit les 4 femmes, ses compagnes de captivité, debout dans la neige. Brisée, traumatisée, mais vivante et libre. Adrien émergea des flammes, son visage noirci par la suie et tordu par la rage. « Tu as tout détruit !» hurla-t-il en direction de Mathilde. « Au tout !» Il chargea vers elle, mais Geneviève et Marguerite se placèrent entre eux. « Non !» dit Geneviève d'une voix calme, mais absolue. « Plus jamais !» Ensemble, les 3 femmes se tinrent face à Adrien, formant un mur humain entre lui et Mathilde. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Mathilde vit de la peur dans les yeux d'Adrien. La peur d'un monstre qui réalise que ses victimes ne sont plus des victimes. « Les gendarmes vont venir », dit le gendarme Rousseau, qui avait réussi à se mettre debout malgré sa blessure. « Le feu sera visible depuis le village. Ils vont tous venir, et quand ils arriveront, je leur dirai tout. Chacun de vos crimes, chacun de vos noms. Le capitaine Renard, le maire Lefebvre, le docteur Mercier, le notaire Deschamps et le père Vignon se regardèrent. La réalité de leur situation se faisait jour. Ils étaient exposés, terminés. « Nous pouvons encore les tuer, » dit le capitaine Renard, sortant à nouveau son revolver. « Les faire disparaître dans le feu. Tout le monde croira qu'ils sont morts dans l'incendie. » Il leva son arme, la pointant vers Mathilde. Son doigt se resserra sur la gâchette, mais avant qu'il ne puisse tirer, une détonation retentit. Le capitaine Renard tituba, une fleur de sang s'épanouissant sur sa poitrine. Il tomba à genoux, puis s'effondra face contre terre dans la neige. Derrière lui se tenait Madame Beaufort, la veuve du boulanger, tenant un vieux fusil de chasse. Derrière elle, une douzaine d'autres villageois, attirés par les flammes, portant des lanternes, des fourches, des pelles. « Nous avons tout entendu, » dit Madame Beaufort, sa voix tremblante mais résolue. « Nous vous avons suivi depuis le village. Nous savions que quelque chose n'allait pas, et maintenant, nous savons exactement ce que vous êtes. » Les 5 hommes restants réalisèrent qu'ils étaient encerclés. Les villageois armés et furieux formaient un cercle autour d'eux. Il n'y avait nulle part où fuir. « C'est fini, » dit le gendarme Rousseau. « Pour vous tous. » Au loin, on pouvait entendre le bruit des cloches du village sonnant l'alarme et les cris des pompiers volontaires qui se rassemblaient pour combattre l'incendie. Mathilde s'effondra dans la neige, épuisée au-delà de toute mesure. Élise rampa vers elle et posa sa tête sur ses genoux, comme elle le faisait quand elles étaient enfants. « C'est fini, » murmura Mathilde, caressant les cheveux emmêlés de sa sœur. « C'est vraiment fini. »« Oui, » répondit Élise, les larmes coulant sur ses joues creuses. « Nous sommes libres. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'événements. Des inspecteurs vinrent effectivement d'Orléans, alarmés par les rapports de l'incendie massif. Quand le gendarme Rousseau et Mathilde leur racontèrent toute l'histoire et leur montrèrent le carnet qu'elle avait sauvé, une enquête approfondie fut lancée. On retrouva les restes de 13 autres femmes, enterrées dans les bois autour de Beaumont-sur-Loire. 13 femmes qui avaient été torturées, violées et assassinées au fil des ans. Leurs noms furent identifiés, leurs familles informées. Adrien Marceau, le docteur Mercier, le notaire Deschamps, le maire Lefebvre et le père Vignon furent arrêtés et traduits en justice. Leur procès dura 3 mois et fit les gros titres des journaux à travers toute la France. L'ampleur de leur réseau de corruption et de dépravation choqua la nation entière. Les 5 hommes furent reconnus coupables de multiples chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement, de torture et de crimes contre l'humanité. Ils furent tous condamnés à mort par guillotine.
Les exécutions eurent lieu par une froide matinée de novembre, devant une foule de centaines de personnes venues assister à la justice enfin rendue. Mathilde ne vint pas assister aux exécutions. Elle n'avait aucun désir de voir Adrien une dernière fois, même pour le regarder mourir. Au lieu de cela, elle passa ce jour-là avec Élise dans une petite maison qu'elles avaient louée dans un village loin de Beaumont. Un endroit où personne ne les connaissait, où elle pouvait commencer une nouvelle vie. Élise se rétablissait lentement. Son corps reprenait du poids, ses blessures guérissaient. Mais les cicatrices psychologiques, Mathilde le savait, prendraient beaucoup plus de temps à guérir. Peut-être ne guériraient-elles jamais complètement. Geneviève, Marguerite et la quatrième femme, qu'elles avaient finalement identifiée comme étant Hélène Vasseur, disparue 15 ans auparavant, étaient également en convalescence. Elles s'étaient liées d'une amitié née de leur épreuve partagée, se soutenant mutuellement dans leur long chemin vers la guérison. Le gendarme Rousseau se rétablit de sa blessure et fut promu capitaine, prenant la place du traître Renard. Il visita Mathilde et Élise plusieurs fois, s'assurant qu'elles allaient bien, qu'elles ne manquaient de rien. « Vous avez été incroyablement courageuse », lui dit-il lors de sa dernière visite. « Sans vous, ces femmes seraient mortes et ces monstres auraient continué leurs crimes pendant des années encore. »« Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire », répondit Mathilde. « J'ai simplement ouvert mes yeux et refusé de rester silencieuse. » Après son départ, Élise prit la main de sa sœur et la serra fort. « Tu m'as sauvée, » murmura-t-elle. « Après 8 ans dans cet enfer, tu m'as sauvée. »« Nous nous sommes sauvés les unes les autres, » corrigea Mathilde. « Toutes ensemble. C'est ce que les femmes font. Quand le monde refuse de nous protéger, nous nous protégeons nous-mêmes. » Les années passèrent. Beaumont-sur-Loire devint connu comme le village du mal, un endroit dont les gens préféraient ne pas parler. Beaucoup de résidents partirent, incapables de vivre avec le poids de ce qui s'était passé sous leur nez pendant tant d'années. La maison Marceau fut détruite par décision judiciaire, ses pierres dispersées, ses fondations retournées à la terre. À sa place, on planta un jardin commémoratif en l'honneur des victimes. Mathilde ne retourna jamais à Beaumont. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait fermé ce chapitre de sa vie, enfermé ses souvenirs dans un compartiment sombre de son esprit qu'elle visitait rarement. Elle vécut le reste de ses jours tranquillement, prenant soin de sa sœur, travaillant comme couturière pour subvenir à leurs besoins. Parfois, la nuit, les cauchemars revenaient. Elle se réveillait en sueur, entendant le bruit des chaînes, sentant l'odeur du sous-sol. Mais alors Élise était là, tenant sa main, lui rappelant qu'elles avaient survécu, qu'elles étaient libres, et que les monstres étaient morts. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.